C'est bon, vous voyez la présentation? Oui, monsieur, c'est bon. Bon, finalement, on va commencer notre cours d'hydrogéologie, donc LSTO et environnement pour la promo 2020-2021. Donc, ce premier cours va porter essentiellement sur la définition d'hydrogéologie et je passerai en revue tous les concepts qu'on va développer par la suite de notre cours. Donc, hydrogéologie, hydro, c'est eau, géologie, c'est la géologie. Donc, l'eau dans la géologie. Donc, ça s'intéresse aux eaux souterraines. Je vais revenir sur cette notion. Donc, cette grande première partie du cours va se dérouler comme suit. Donc, une introduction. Donc, on va aujourd'hui passer du temps au niveau de l'introduction pour définir le concept d'hydrogéologie, les différents concepts qu'on va développer dans ce cours. Par la suite, on abordera une partie que j'ai intitulée l'eau dans son milieu souterrain. Et dans cette partie, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va parler de la molécule d'eau. La molécule d'eau, ses propriétés, tout ça, H2O, donc vous connaissez. Et après, on partira à la caractérisation du réservoir, parce que l'eau est contenue dans un réservoir. Réservoir, c'est la géologie. Donc, on va un petit peu définir un certain nombre de paramètres qui nous permettent de caractériser le réservoir d'eau souterraine. Après quoi, on passera aux interactions entre phases. C'est quoi les interactions? C'est quoi les phases? Donc, il y a trois phases. Il y a l'eau, bien sûr. Il y a le solide, qui est le matériau. Et il y a l'air. Donc, on va un petit peu voir les interactions entre phases qui va nous permettre de définir un certain nombre de choses, comme par exemple la capillarité ou l'ascension capillaire. Voilà. Et en dernière partie, on abordera l'état énergétique de l'eau. Les états énergétiques de l'eau qui vont nous permettre de définir des concepts d'écoulement de l'eau, pourquoi l'eau s'écoule d'un point à un autre. Donc, on va, si vous voulez, développer les états énergétiques de l'eau. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va s'intéresser à l'introduction. Et l'introduction, on va prendre un peu de temps parce que c'est le début. Donc, il faut savoir ce que vous allez apprendre dans ce cours et quels sont les concepts à développer. Donc, voilà l'introduction. Et avant, on va parler un petit peu, si vous voulez, de l'eau sur la Terre. D'accord? Donc, l'eau, comme vous le savez, couvre plus de 70% de la surface du globe terrestre. C'est la plus grande partie, la plus grande, est sous forme d'eau salée dans les océans. Donc, si on regarde ce schéma, il y a les réservoirs d'eau. Donc, le premier réservoir, c'est les océans. Le deuxième réservoir, c'est l'atmosphère. Le troisième réservoir, c'est les glaciers, hein, au niveau des pôles. Il y a bien sûr les eaux de surface. Il y a les eaux souterraines. Donc, dans notre cours, nous, on va s'intéresser aux eaux souterraines, c'est-à-dire l'hydrogéologie. Et bien sûr, entre ces réservoirs, il y a des échanges, ce qui est écrit, marqué en rectangle. Donc, les volumes des grands réservoirs d'eau, ils sont marqués par ces chiffres ici, d'accord? Donc, chaque réservoir est représenté, comme j'ai dit, par un cercle et les volumes sont exprimés en milliers de kilomètres cubes, milliers de kilomètres cubes. Par exemple, ici, il y a 1,3 milliard de kilomètres cubes. D'accord? Donc, ce processus d'échange entre les réservoirs est exprimé en milliers de kilomètres cubes. C'est-à-dire combien d'eau part de l'atmosphère, par exemple, vers la surface, précipitation au niveau du continent, donc 100 millions de mètres cubes, bien sûr par an. Hein. D'accord? Donc, ces échanges, c'est
ce qui fait qu'on a le cycle de l'eau que vous connaissez bien, donc dans lequel il y a un certain nombre de processus qu'on va voir par la suite. Donc, si on regarde de près ces réserves d'eau du globe, donc juste pour vous sensibiliser sur l'importance de l'eau douce, donc là, ici, il y a les domaines, il y a l'atmosphère, d'accord? Il y a les eaux de surface, il y a les eaux souterraines. Ici, il y a les gisements. Où on trouve ça? Par exemple, au niveau de l'atmosphère, il y a les nuages et la vapeur d'eau. Ici, au niveau des eaux surfaces, il y a les océans, les lacs salés ou les mers fermées, les lacs, les fleuves et rivières. Il y a les glaciers, les calottes glaciaires, il y a la biomasse, il y a l'eau dans la zone non saturée, on va revenir sur ces notions. Zone saturée à moins de 800 mètres, zone saturée entre 800 mètres et 4 km. Donc, on va revenir sur ces chiffres. Donc, la Terre, c'est ce qu'on appelle la planète océan. Pourquoi planète océan? Parce qu'elle est occupée pour les trois quarts de sa superficie par des eaux. Donc, 61% d'eau océanique et 3% de glace. Donc, ça, c'est la surface de la Terre. Et contient 1,4 milliard 1,4 milliard de kilomètres cubes, qui constitue la réserve mondiale en eau. D'accord? Les océans, donc, constituent à eux seuls, c'est ici, 1,36 milliard de kilomètres cubes, soit de 97%, plus de 97% de la réserve mondiale. D'accord? Si on va aux calottes glaciaires, les calottes glaciaires et les glaciers continentaux, ce qui est ici, d'accord, euh, avec environ 30 milliards de kilomètres cubes, donc un peu plus de 2% de la réserve, mais plus de 87% de ces d'eau douce. Si on regarde cette fois-ci l'atmosphère, ici, donc il y a à peu près 13 millions de kilomètres cubes. Comme j'ai dit, c'est exprimé ici en kilomètres cubes, d'accord? En milliers de kilomètres cubes. Se forme de vapeur ou de gouttelettes dans l'atmosphère. Donc à peu près 0,01%. Si on va aux eaux de surface, les eaux douces de surface, les eaux douces superficielles, comme les lacs, les fleuves, ici par exemple, ne représentent même pas le 10 millième partie de la masse d'eau terrestre. Donc à peu près moins de 0,4% des réserves en eau douce. Donc, sont constituées par des glaces. Donc ces eaux superficielles et douces, les eaux courantes, fleuves et rivières ne rentrent que pour un dixième. Les eaux souterraines, ce qui nous intéresse, ce qu'on va développer dans ce cours, donc représentent quant à elles qu'à peine, si vous voulez, 0,6% de la réserve mondiale. D'accord? Donc, il est dans la zone non saturée. Dans la zone saturée, à moins de 800 mètres et entre 800 mètres et 4 km. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous sensibiliser que les eaux douces qu'on peut utiliser sont très faibles sur la surface de la Terre. Il y a 97%, comme j'ai dit, surtout
d'eau salée qui n'est pas utilisable. Donc, ces réserves, ces eaux vont suivre un cycle qu'on appelle le cycle de l'eau que vous connaissez, que vous avez vu avec mon collègue sur le modèle climato-hydrologie. Donc, le cycle, donc, c'est le mouvement continu de l'eau au-dessus de la surface de la Terre. Donc, à partir de la mer, il y a l'évaporation, après la condensation, la pluie, qui va revenir sur l'océan ou va aller vers les eaux souterraines, s'infiltrer et après sortir sous forme de source ou rejoindre l'océan. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie, c'est-à-dire les eaux souterraines, qui représentent à peu près 99% des eaux douces liquides. Eaux douces liquides. On a vu que les eaux douces sur la surface, ils peuvent exister aussi sous forme de glace au niveau des calottes. Donc les eaux 97% des eaux douces liquides. Et bien sûr, seule une partie est accessible si on ne pompe pas. Si on veut y accéder, on doit pomper. Donc ces eaux souterraines façonnent la Terre grâce à des processus d'altération et de géomorphologique et tout ça. Hein. Et les rivières qu'on peut avoir ici, les lacs, les zones humides, parce qu'il y a des zones humides sur la surface, sont la manifestation des eaux, la manifestation à la surface des eaux souterraines. D'accord? Les eaux arrivent en surface. Et donc, ces airs, ils vont échanger un débit avec le réservoir d'eau souterrain qui les alimente lorsqu'ils ont besoin d'eau et prélèvent une partie de leur débit lorsque l'eau de surface est présente en excès. Donc, les eaux souterraines font partie du cycle de l'eau et comme j'expliquais ici, et fournissent de multiples services. En régulant les débits des eaux de surface, donc si par exemple, l'eau de surface vient à être faible, donc il va être alimenté par les eaux souterraines. Donc les eaux souterraines, c'est comme un régulateur. Ils soutiennent les écosystèmes, par exemple les aires humides, c'est parce qu'il y a des sources qui alimentent ces aires humides qui permettent à l'écosystème de rester en vie. Et bien sûr, ces eaux souterraines fournissent l'eau pour toute la vie sur la Terre, notamment pour l'homme. Donc, pour un peu résumer les processus qui ont lieu au niveau du cycle de l'eau, donc il existe 3 systèmes de transport de l'eau à l'échelle continentale. 3 systèmes. Donc, on a vu, c'est l'atmosphère, pré-évaporation, donc on a l'atmosphère ici. Deuxième système, c'est les réseaux de flux. Les réseaux de flux, c'est l'eau qui circule à la surface et qui peut être échangée avec l'atmosphère. Donc, il y a des réseaux de flux, réseaux d'écoulement, réseaux de mouvement, si vous voulez. Et le troisième système, c'est les eaux souterraines. Comme ici, écrit groundwater. Donc, c'est ces 3 systèmes qui permettent à l'eau d'échanger. Bien sûr, nous, on va se concentrer sur les eaux souterraines. Donc, les mécanismes de ces échanges entre ces 3 systèmes impliquent un transfert d'eau de l'atmosphère vers la surface, donc les flèches ici, d'accord, et vers le sous-sol qui s'infiltre ici, et le retour du sous-sol vers la surface au niveau de source, d'accord, et retour du sous-sol vers la surface et vers l'atmosphère. Donc l'eau peut retourner à l'atmosphère. Et tout ça grâce à ce qu'on appelle les précipitations, lorsque l'eau vient de l'atmosphère, de l'infiltration ou de l'évapotranspiration. Donc ces 3
processus que vous avez bien étudié, vous allez étudier au sein de votre module climatologie. Bien sûr, l'infiltration, c'est ce qu'on va s'intéresser au niveau de l'étude du système d'eau souterraine, c'est-à-dire au niveau de l'hydrogéologie. Ces trois systèmes de transport changent de rôle périodiquement par rapport auquel on transporte une goutte d'eau particulière de l'endroit où elle tombe pour la première fois sur le continent jusqu'à l'endroit où elle arrive dans l'océan. Donc, il y a plein d'interactions. Ces interactions alimentent le système mondial de l'écoulement de l'eau. D'accord? Donc, il y a mouvement entre ces trois systèmes. Nous, on va s'intéresser à ce troisième. Je crois dans les deux premiers, c'est ce que vous êtes en train de voir dans le module climatologie, hydrologie. Donc, vous allez voir son détail. Donc, ce qui va me permettre, une fois qu'on a vu un petit peu l'importance de l'eau de surface et qu'on a situé un petit peu les eaux souterraines dans le contexte du cycle de l'eau, parce que les eaux souterraines font partie du cycle de l'eau. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc, on va définir ce que c'est que l'hydrogéologie. Donc, l'hydrogéologie est l'étude des eaux souterraines contenues dans des réservoirs composés de matériaux poreux ou fissurés. Donc, il y a des espaces vides. Donc, l'eau, c'est en dessous de la surface de la Terre, dans un réservoir, c'est-à-dire dans la géologie. Et pour qu'on parle d'eau souterraine, il faut qu'il y ait des vides. Des vides qui peuvent exister soit grâce à des pores, c'est-à-dire c'est l'espace entre grains, s'il s'agit de roches granulaires par exemple, ou le vide qui existe, qui est créé par les fissures lorsqu'il s'agit par exemple d'un calcaire fissuré, fracturé. Donc il y a des espaces vides. S'il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas lieu d'étudier ce qu'on appelle les roches imperméables. On va revenir sur ces notions de réservoir. Donc, dans ces eaux, donc ici, on a la surface du sol. Donc, tout ce qui est en dessous de la surface, c'est ce qui nous intéresse. C'est les eaux souterraines. D'accord? Donc, on va définir dans ces eaux souterraines un certain nombre de concepts qu'on va développer dans notre cours par la suite. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la zone de saturation ou zone saturée. Zone de saturation, c'est ici. D'accord? Je vais revenir sur le reste. Donc, zone saturée. Donc, supposons qu'on a des grains, hein, roches granulaires. Il y a des vides entre les grains. Et ces vides, tous ces vides sont remplis d'eau. Donc, les espaces poreux ou fissurés sont remplis d'eau. Et cette eau a une pression supérieure à la pression de l'atmosphère. Cette zone où les espaces poreux fissurés sont complètement remplis d'eau, est appelée zone de saturation ou zone saturée ou zone d'eau phréatique ou zone d'eau souterraine. D'accord? Donc, c'est écrit ici, zone de saturation, zone saturée ou zone souterraine, zone d'eau souterraine. Bien sûr, on va revenir, cette eau ne va pas rester en place, on va revenir sur la notion d'écoulement. Il y a un écoulement de l'eau. L'eau ne reste pas sur place, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir les états énergétiques qu'on va développer et on va définir les différentes équations qui nous permettent d'étudier l'écoulement. Parce que l'hydrogéologie, c'est aussi l'écoulement, l'étude de l'écoulement. D'accord? Après avoir défini la zone de saturation, donc on a le niveau piézométrique. Le niveau piézométrique, c'est ce qui est écrit water table. C'est cette ligne ici. C'est-à-dire lorsqu'on creuse un puits, on arrive à un niveau d'eau. Donc ça, c'est le niveau d'eau, hein, ce qu'on appelle le niveau piézométrique. C'est quoi ce niveau piézométrique? En fait, c'est le sommet de la zone des eaux souterraines, le sommet de cette zone.
est représenté par le niveau de la nappe phréatique, ou ce qu'on appelle niveau piézométrique, qui est défini comme le niveau où la pression de l'eau est égale à la pression atmosphérique. Ici, j'avais dit que la pression de l'eau est supérieure à la pression atmosphérique. Au niveau de cette ligne, la pression de l'eau est égale à la pression atmosphérique. Au-dessus de ce niveau, on va revenir sur ça, la pression de l'eau est inférieure à la pression atmosphérique. Et bien sûr aussi, en dessous, comme j'avais dit, la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Donc, on a défini ce que ça veut dire le niveau piézométrique. Troisième concept, c'est la zone d'aération. Hein? Lorsqu'on dit aération, c'est-à-dire air. Donc, il y a de l'air. Zone non saturée. Donc, entre la surface terrestre ici et le niveau, comme j'avais défini tout à l'heure, de la nappe phréatique, les espaces vides, comme ici, les espaces vides contiennent à la fois de l'air et de l'eau. Donc, ce n'est pas saturé. Saturé, c'est lorsque tous les vides sont remplis d'eau. Ici, les vides sont, il y a de l'eau et il y a de l'air. Cette région, ici, de la surface terrestre jusqu'à le niveau piézométrique, c'est la zone d'aération, ou ce qu'on appelle aussi zone non saturée, ou aussi zone vadose. Le terme zone non saturée est couramment utilisé, même si, à mesure que l'eau du sol se déplace vers le bas, à travers cette zone vadose, vers la nappe phréatique, des parties de la zone peuvent devenir temporairement saturées. Lorsqu'il y a des pluies, lorsqu'on les rigue, donc il se peut que cette zone devienne saturée, mais l'eau va se déplacer vers la nappe. Il va s'infiltrer par gravité. Et bien sûr, une fois que l'eau est déplacée, elle va revenir à des conditions non saturées. Donc, c'est une zone non saturée. Notre concept, ce qu'on appelle la frange capillaire. Frange capillaire. C'est quoi cette frange capillaire? C'est-à-dire que juste au-dessus du niveau de la nappe, au-dessus, ce qui est en bleu clair ici, marqué capillary fringe en anglais, frange capillaire. C'est-à-dire juste au-dessus du niveau de la nappe phréatique, les espaces vides sont complètement remplis d'eau à une pression, comme on a dit, puisque c'est la zone non saturée, inférieure à la pression atmosphérique et font donc par définition partie de la zone vadose. D'accord? Cette partie de la zone vadose est appelée, comme j'ai dit, frange capillaire. La force capillaire, c'est quoi la force capillaire? On va revenir sur ces notions, on va les développer et expliquer leur origine. La force capillaire peut tirer l'eau vers le haut. C'est-à-dire l'eau est ici et elle va être tirée vers le haut. Il va nous donner cette frange capillaire. Vers le haut, contre la gravité. Normalement, l'eau descend. Ici, il va remonter. Donc, contre la gravité, c'est comme si vous posez une éponge qui est sèche sur une surface qui contient de l'eau. Donc, cette éponge va absorber l'eau. Donc, l'eau est remontée dans l'éponge. C'est exactement la même chose parce que des forces capillarité. On va revenir sur cette notion, ces forces capillaires, comment leur origine, et on va détailler ça. Donc, la frange capillaire s'étend à une certaine hauteur au-dessus du niveau de la nappe phréatique. C'est ce qu'on appelle la hauteur d'ascension capillaire. Donc, il va voir cette hauteur dépend de quoi? Donc, normalement, dépend un petit peu de la granulométrie du matériau au niveau de la zone vadose. Donc, on va détailler ces notions.
Euh, donc, on a défini la zone. Donc, c'est une coupe, c'est des coupes verticales, hein. Vous allez avoir souvent des coupes verticales de la surface vers la profondeur. Donc, on avait défini la zone saturée, on a défini le niveau piézométrique, water table, on a défini la zone non saturée, d'accord? Et si on prend en détail ici, donc le niveau piézométrique, la frange capillaire, c'est-à-dire l'eau va augmenter à une certaine hauteur, et on a la zone non saturée, où la zone va dos au-dessus. Et bien sûr, ça, c'est les grains. Donc, vous voyez ici, dans la zone saturée, les espaces sont tous remplis d'eau. Et dans la zone non saturée, il y a des vides qui sont blancs ici, qui sont remplis d'eau. Et bien sûr, dans cette l'eau ne reste pas sur place, il s'écoule. Donc, il y a un écoulement et qui peut alimenter des rivières ou sortir sous forme de source. Donc, dans la plupart des cas, les eaux souterraines proviennent donc de précipitations, comme on a vu le cycle de l'eau, à la surface du sol et vont s'infiltrer jusqu'au niveau de la nappe. Donc ici, ils vont s'infiltrer jusqu'au niveau de la nappe, qui est une surface conceptuelle existant partout. Elle existe partout à une certaine profondeur sous la surface de la Terre. C'est-à-dire, lorsqu'on creuse un puits, on tombe, ça dépend de la région, on va trouver l'eau à une certaine profondeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le niveau piézométrique ou la surface euh, de l'eau, où la pression de l'eau est égale à la pression atmosphérique. Et cette profondeur du niveau de la nappe varie d'un endroit à l'autre. Donc sa profondeur peut être mesurée en creusant un puits et en mesurant la profondeur de la surface du sol à la surface de l'eau. La surface de l'eau devient la surface, par exemple, d'une rivière ou d'un lac, si on sort, ça devient le niveau piézométrique. C'est la continuité du niveau piézométrique. La surface d'une rivière ou d'un lac, vous voyez qu'il y a une continuité. Donc, à l'endroit où la surface rencontre le bord du lac ou de la rivière. Autrement dit, la surface de l'eau, le long d'un rivage, par exemple, c'est sous la surface du sol pour qu'il y ait écoulement de la nappe vers la rivière ou vers le lac, il faut que soit au-dessus, que ce niveau soit au-dessus. Donc, on va revenir sur ces notions d'échange entre eau souterraine et eau de surface. Donc, l'eau s'écoule généralement en se déversant de la terre vers le lac ou la rivière. Mais dans certains cas, on peut avoir l'inverse. Si ce niveau de l'eau au niveau de la rivière, au niveau du lac est au-dessus, donc il y aura écoulement de la rivière vers la nappe. Donc, on va revenir sur ces notions. Donc là, je vais revenir sur c'est ce que j'ai défini. Donc, l'eau va remonter jusqu'à une hauteur grâce aux forces de capillarité, donc résultant de l'adhésion des molécules d'eau au solide. Et c'est pour ça que je vais revenir sur la définition des caractéristiques de la molécule d'eau, parce que c'est en comprenant ces caractéristiques, parce qu'elle est dipolaire, c'est ça qui fait que l'eau peut remonter à l'opposé de la gravité. On va revenir sur ces notions de force capillaire qui tire l'eau du sol vers le haut en s'opposant à la force de gravité qui tire l'eau vers le bas. Donc, comme j'ai dit, j'ai expliqué ça comparant avec une éponge, par exemple. Donc, au niveau des zones non saturées, donc il y a une porosité. C'est quoi la porosité? S'il n'y a pas de porosité, il n'y a pas d'eau. Donc, s'il n'y a pas de porosité, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hydrogéologie. Donc, la porosité est la fraction du matériau géologique qui est un espace ouvert et peut contenir du fluide.
Et sur le fluide, c'est soit l'eau, soit l'air aussi. Et les espaces de pore sont interconnectés. S'ils ne sont pas interconnectés, il n'y a pas d'écoulement d'eau. Donc l'écoulement d'eau se fait lorsque ces espaces, cette porosité, ces pores sont interconnectés. D'accord? Et rendent donc le matériau géologique perméable. Perméable. C'est-à-dire permettant aux eaux souterraines de s'écouler à travers le matériau. Donc la perméabilité est une mesure de la facilité avec l'eau passe à travers les fissures et les pores du matériau géologique. Donc là, on a défini deux notions qui sont importantes. La porosité, on va revenir sur ça. Donc la porosité, c'est le vide qu'il y a dans un matériau. Et la perméabilité qui permet à l'eau de s'écouler d'un point A à un point B. D'accord? Bon, une fois ces différents concepts définis, c'est quoi l'objectif de notre cours? Première chose, c'est caractériser les propriétés hydrogéologiques des matériaux des réservoirs souterrains. Pour faire de l'hydrogéologie, on fait tout d'abord de la géologie. Vous connaissez les différentes matières qui permettent de caractériser un matériau, par exemple la sédimentologie, la stratigraphie, la structurale. On peut utiliser aussi la géophysique pour voir ce qui se passe en profondeur, puisqu'on n'observe pas. On peut creuser des puits, on peut faire des corrélations, on peut faire de la granulométrie pour caractériser les matériaux. Donc, un certain nombre de disciplines qui nous permettront de caractériser les matériaux des réservoirs. C'est très important. Donc, avant d'être hydrogéologue, travailler avec l'eau, on fait de la géologie périodique. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est calculer les débits, les flux et les vitesses des eaux souterraines. Donc, une fois qu'on a caractérisé ce réservoir, quel débit on peut tirer de ce réservoir s'il contient de l'eau? Comment ces flux, l'eau s'écoule d'où, il va vers où? D'accord? À quelle vitesse? Donc, c'est ce qu'on appelle l'hydrodynamisme ou l'hydrodynamique souterraine. D'accord? Donc, on va aborder ces concepts qui nous permettront, si vous voulez, de comprendre ça. Et comprendre aussi l'élaboration d'équations qui représentent l'écoulement des eaux souterraines. Donc, lorsqu'il y a un écoulement, donc il y a des équations d'écoulement dans le souterrain, en surface au niveau d'une rivière, bien sûr, vous connaissez, il y a plein de modèles, le Saint-Venant, il y a plein de choses. Et dans le milieu souterrain, on va aborder ces équations. Bon, il y a une équation de base qui est une équation empirique, c'est ce qu'on appelle la loi de Darcy. Donc, on va revenir sur ça. Bien sûr, après, on va aborder comment interpréter et visualiser les modèles d'écoulement des eaux souterraines. Donc, on a de l'eau dans le souterrain. Comment cette eau s'écoule? Comment on peut l'interpréter? Comment on peut la représenter? Par exemple, par une carte piézométrique et tout ça, comment on élabore. Donc, si vous voulez, les quatre grands concepts que j'ai résumés, que vous pouvez trouver sur cette figure. Donc, on va développer ces différents concepts. Voilà, juste pour un petit peu terminer cette grande introduction sur l'hydrogéologie. Donc, on a l'eau qu'on appelle perdue par infiltration dans la terre et la perte des lits du cours d'eau ne disparaissent pas simplement. C'est-à-dire que cette infiltration ne se fait pas simplement. Et l'eau qui s'écoule des sources, c'est-à-dire qui sort au niveau des sources qui suintent, n'apparaît pas simplement. Donc, il y a des phénomènes physiques derrière. Donc, il y a de la physique derrière. Donc, la physique régissant l'écoulement de l'eau est basée sur ce qu'on appelle la charge hydraulique, qui représente l'énergie par unité de poids
de l'eau et aussi le principe de conservation. Donc, ceci, on va le voir dans la partie, lorsque je parle des états énergétiques de l'eau. On va aborder cet aspect de charge hydraulique. Donc, il relie les points. Donc, nous savons le mouvement continu des eaux souterraines, malgré qu'il soit très long dans le sous-sol ou invisible, on ne le voit pas parce qu'il est sous le sol. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, est une partie intégrante du cycle de l'eau. Donc, si on se projette un petit peu dans le futur, la population de la Terre est actuellement près de 8 milliards et devrait atteindre 11 milliards d'ici 2100. Donc, les humains devront apprendre à produire suffisamment de nourriture sans détruire le sol, l'eau et le climat. Cela a été appelé le plus grand défi que l'humanité a été confrontée. C'est la gestion, ce qu'on appelle la gestion durable des eaux souterraines et au cours de cette solution durable. D'accord? Donc, une compréhension scientifique et une bonne gestion des eaux souterraines sont essentielles car les eaux souterraines peuvent atténuer le problème si nous cherchons leur utilisation responsable et leur reconstitution grâce à une meilleure gouvernance. Pourquoi je fais cette réflexion? C'est pour vous dire que vous faites de l'eau et de l'environnement, donc vous aurez du travail. C'est un secteur très important parce que l'eau, la sécurité, comme j'ai dit, alimentaire, dépend de l'eau, dépend de sa bonne gestion, dépend de sa protection contre les pollutions, contre le gaspillage. Donc, vous aurez beaucoup de travail là-dessus.